En belle boutique fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air, sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est en paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là, dalica clairé, la mer toujours blé, sur les cafés. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bonsoir. Avec nous cet après-midi Hector Elisabeth, qu'on ne présente plus, le sociologue universitaire Charles Choisy, que vous connaissez depuis... Ça fait 2-3 fois que tu viens nous voir. 2 fois. 2 fois. C'est la troisième fois. C'est la troisième. Historien de la franc-maçonnerie dans la Caraïbe. Et cet après-midi, Cécile Rivauger, universitaire et historienne de la franc-maçonnerie. Mais ce n'est pas que cela. Cécile est née à Bordeaux. Elle a fait tellement de choses qu'on s'y perd. Elle a écrit des livres et des livres sur la franc-maçonnerie, alors que, au départ, c'est l'anglais qui l'intéresse. Elle a un doctorat d'État en anglais, mais elle s'est passionnée pour la franc-maçonnerie, ici et ailleurs, en partant de l'Angleterre, puis en allant vers les États-Unis. Pourquoi, comment, et peut-être à cause de cela, elle est venue nous rendre visite aujourd'hui, mais il y a quelques années, elle enseignait à l'UAG de 1999 à 2002. Alors, Cécile, une franc-maçonnerie noire, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une franc-maçonnerie qui fait de la magie? Non. Très bonne question. De la magie, je ne sais pas, mais la franc-maçonnerie est censée être universelle. Alors pourquoi franc-maçonnerie noire? Je crois que là, on est obligé de se replonger un tout petit peu dans le contexte. Un contexte qui malheureusement a été raciste, essentiellement justement aux États-Unis en cette fin de XVIIIe siècle, lorsque un esclave affranchi du nom de Prince Hall a voulu créer une loge noire. Et a été en but donc à l'hostilité des maçons américains blancs de l'époque. Mais alors cette franc-maçonnerie noire, c'est créé, développé un peu à l'encontre de la franc-maçonnerie blanche en fait. Hein. Totalement, puisque elle n'a jamais pu obtenir de patente. Il faut une patente pour créer une loge. Elle n'a jamais pu obtenir cette patente de la grande loge, enfin de l'une des 2 grandes loges même du Massachusetts à l'époque. Et elle s'est tournée vers l'Angleterre, qui lui a donné cette patente. Il faut dire que c'était juste en plein contexte de la Révolution américaine, donc les Anglais n'étaient pas fâchés de faire cela. Et donc ils se sont créés, effectivement, mais envers et contre tout. Et pendant près de 2 siècles, les francs-maçons américains ont refusé de les reconnaître. Il a fallu attendre 1989 pour que la première grande loge, la grande loge du Connecticut, reconnaisse enfin la grande loge noire de son État. Et aujourd'hui encore, vous n'avez que 42 États sur 51 qui reconnaissent les grandes loges noires de leur État aux États-Unis. Et donc, quand on regarde la carte, malheureusement, ce sont toujours des États du Sud. Oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Et alors, mais est-ce que, au niveau de la pratique, les loges Prince Hall, on va dire, Prince Hall, sont différentes des autres? Alors, au niveau de la pratique, pas tant que ça. Bon, elles ont leur rituel, mais ce rituel n'est pas fondamentalement différent des rituels anglais, par exemple. Alors, il faut dire aussi tout de suite qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que tous les francs-maçons noirs appartiennent à Prince Hall, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, hein, bien sûr, et en particulier dans la Caraïbe, ce n'est pas du tout le cas. Mais à l'époque, oui, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, aux États-Unis,
tous les maçons faisaient partie de Prince Hall. Il y a eu une exception, la Grande Loge du Jersey, où il y avait une loge blanche, mais ça n'a pas duré. Le rituel est très proche. Le rituel, je pense qu'il est très proche. Donc et surtout que les maçons de Prince Hall ont toujours essayé de faire les choses dans les règles, et même de se conformer aux principes de la franc-maçonnerie américaine, notamment la croyance au grand architecte de l'univers, la non-mixité pendant très longtemps, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Les loges de Prince Hall ne veulent pas entendre parler de franc-maçonnerie féminine. C'est curieux, parce que ils ont été, les Noirs ont été refusés de la franc-maçonnerie parce que il y avait le premier grand texte qui disait que c'était réservé aux hommes libres. Tout à fait. C'était réservé aux hommes libres, pas aux femmes, pas aux esclaves, et il y avait un troisième encore. Les constitutions d'Anderson, vous savez, 1723, ce texte disait effectivement ni esclaves ni femmes. Voilà, c'était ça, ni esclaves ni femmes, et uniquement des hommes libres. Les hommes libres, c'était très grave parce que ça excluait en fait même les affranchis. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 1847, la Grande Loge unie d'Angleterre est revenue sur ses constitutions et a déclaré que c'était pour les hommes libres, c'est tout, pas les hommes nés libres. Pas nés libres, oui, voyez, c'était nés libres. Ce qui fait que comme ils étaient simplement libres, bon, il pouvait y avoir des affranchis. Mais alors les femmes, non, ça n'a pas du tout évolué. Ça n'a pas du tout évolué, et je dois dire que les francs-maçons de Prince Hall, comme les francs-maçons américains blancs et comme les francs-maçons anglais de la Grande Loge unie d'Angleterre, aujourd'hui n'acceptent toujours pas, bien entendu, des sœurs dans leur loge. Il y a des organisations qu'on pourrait appeler de paramaçonniques. Alors c'est tout à fait paradoxal parce qu'aux États-Unis, ce sont très souvent les épouses. D'ailleurs, il faut avoir un lien de parenté avec un franc-maçon noir pour appartenir à ces associations, l'Eastern Star, l'Étoile d'Orient. Elles ont un rituel à elles, mais elles ne sont pas considérées comme francs-maçonnes, mais par contre, elles font la bienfaisance, elles font de la charité, elles organisent des kermesses pour les frères. Ça fait penser un petit peu aux loges en France, c'est les loges au début. Des loges d'adoption, c'est ça. C'est un peu les loges d'adoption. Oui, mais les loges d'adoption, les sœurs étaient considérées comme des sœurs à part entière. C'est vrai. Alors que ce n'était pas le cas, et ce n'est toujours pas le cas. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué, Cécile est de tendance féministe. Et longtemps, tu as milité pour le féminisme, la mixité. Mais un féminisme universaliste. Ouais. C'est-à-dire que je crois beaucoup en la mixité. Oui. Et je pense qu'il faut que les hommes et les femmes soient ensemble. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Voilà. Alors continuons dans cette Amérique maçonne noire. Il y a la maçonnerie a un rôle très important d'évolution sociale, économique et culturelle d'ailleurs. Tout à fait. Puisque on remarque, et chose qui ne se passe pas en Martinique, par exemple pour les musiciens, les jazzmen, les grands jazzmen américains, noirs américains, sont maçons. Et l'affiche et et même alors il y a une sorte de polémique avec Louis Armstrong. Était-il ou pas franc-maçon? Et il s'est référé à raconter l'histoire. Mais Louis Armstrong, moi j'ai lu son autobiographie et il n'y a aucune preuve qu'il ait été franc-maçon, membre d'une loge régulière. Mais par contre, il parle dans son autobiographie de ma loge, et ma loge, c'est la loge de Pythias, ce qu'on appelait les chevaliers de Pythias. Alors qui était une sorte de société de secours mutuel, on pourrait dire quelque chose, vous voyez, comme ça, c'est-à-dire une association où il y avait de toute façon beaucoup de francs-maçons, c'est vrai, mais qui n'étaient pas strictement maçonniques. Par contre, alors son père était membre d'une telle association, des Odd Fellows, et il défilait. Alors il y avait des défilés en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, une fois par an, des grands défilés où il y avait toutes ces sociétés de secours mutuel, et il y avait le père d'Armstrong qui était là, par exemple. Et puis lui-même, il a beaucoup joué avec ses amis lors de funérailles maçonniques. On le sollicitait beaucoup. Et ça, c'était une tradition pour les jazzmen de l'époque, d'aller justement accompagner les morts, et en particulier
les francs-maçons les sollicitaient beaucoup. Il y a une histoire d'ailleurs assez amusante où ils racontent qu'au départ, ces francs-maçons blancs, ils étaient très collés-montés, ils n'aimaient pas trop faire appel au service de Louis Armstrong et des autres musiciens. Et puis un jour, ils y sont allés, donc il y a eu ces funérailles. Et à la fin, c'est vrai, c'est toujours, il y a un moment où il faut qu'il y ait une sorte de joie qui émane. Et Louis Armstrong a voulu vraiment créer cette atmosphère-là et il s'est mis à faire swinger tout le monde et il dit, ben voilà, ce que ces francs-maçons blancs collés-montés ne sont pas arrivés à faire, eh bien nous y sommes arrivés, nous les musiciens noirs, les jazzmen. Qui raconte tout ça. Alors Cécile travaille aussi sur la Caraïbe, il nous faut rappeler que dans le rapport franc-maçonnerie-musique, il y a le chevalier de Saint-Georges qui était guadeloupéen. C'est vrai. Un immense musicien. Eh oui, tout à Au moins un. Tout à fait. Au moins un. Non, mais alors, vous avez Nat King Cole, Count Basie, Duke Ellington, Cab Calloway, Kenny Clarke, Oscar Peterson. C'est très intéressant. Pour ne citer que. Alors, et Duke Ellington, notamment, Duke Ellington en a raconté aussi des bêtises. On a dit qu'il avait écrit vraiment une chanson spécifiquement maçonnique. I've seen the light. Non, il a vu la lumière, mais c'était pas celle-là, apparemment. Mais, par contre, il avait en 73 organisé un concert à l'abbaye de Westminster qui s'appelait The Brotherhood. Et là, la fraternité. Donc, lui était bien franc-maçon de Prince Hall, c'est prouvé. Et figurez-vous que cette année, le 4 juillet, je crois, et le 11 juillet, à Londres, dans un temple maçonnique de Liverpool Street, qui n'est pas du tout connu, c'était un temple qui appartenait à un hôtel, et qui est un temple néoclassique qui a été retrouvé récemment. Et bien, dans ce temple, cette année, va avoir lieu le festival Duke Ellington. Vous voyez ? Donc, à Londres, là, cet été. Donc, c'est assez amusant. Oui. Dites-moi, comme ça, mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser alors jazz, maçonnerie Alors, je vais vous dire, pour ne rien vous cacher, qu'il s'agit de la deuxième édition ici de Noir et Franc-Maçon. Et à la suite de la première édition, je n'arrêtais pas d'avoir des questions. Mais vous n'avez pas parlé des jazzmen. Alors je me suis dit, bon, il faut que je parle des jazzmen. C'est pour ça qu'il y a ce chapitre supplémentaire. Je me suis rendue au musée de Harlem, au musée du jazz, et là, je n'ai presque rien trouvé, je dois dire. On m'a regardé avec des yeux ronds, on m'a dit, ah bon, mais on ne savait pas que Nat King Cole, Duke Ellington, Cab Calloway étaient francs-maçons. Donc j'ai fait des recherches par moi-même, j'ai fait des recherches aussi dans les archives de Prince Hall. Il y a quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi, je le salue au passage, c'est Raphaël Imbert, qui vient d'écrire Jazz Suprême, et qui est un ouvrage très intéressant. Nous avons beaucoup travaillé ensemble tous les deux, voilà. Nous sommes communiqués des sources. Mais c'est tout à fait fascinant. Alors j'ai lu aussi l'autobiographie de Nat King Cole, qui raconte qu'à un moment donné, donc lui aussi, là, il était franc-maçon, ça a été prouvé. Il a même été membre, il a financé cette association pour les droits civiques qui s'appelle le NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Il a financé cette association, il est devenu membre à vie de cette association. Et alors, à un moment donné, au plus fort donc de son succès de jazzman, il a voulu s'acheter ce qui était un véritable palais dans un quartier prestigieux de Los Angeles. Et il a eu contre lui toute une association de propriétaires blancs qui ne voulaient pas de cela. Et ceux qui sont venus à sa défense, eh bien, ça a été l'association Nightbrit. Et les Nightbrit, c'est une association paramaçonnique, qui n'est pas strictement maçonnique, mais composée de beaucoup de juifs, et qui ont pris la défense de Nat King Cole à cette époque-là. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça existe ici. Les Nightbrit Oui, bien sûr. Ça aussi. Quoi, ici en Martinique? En Martinique. Alors ça nous... Non, c'est une association. Il était journaliste. Qui ressemble à la maçonnerie, mais qui est une structure juive. Tout à fait. Et depuis combien de temps? Depuis qu'ils sont installés ici dans les locaux de Shellshare. Alors, je ne sais pas s'ils ont des réunions d'une façon régulière, mais je sais qu'ils existent ici. Mais c'est quelque chose qui existe dans le monde entier. Aux États-Unis, c'est extrêmement développé. Absolument. Et je voudrais revenir sur un point. Quand on a parlé des autres formes d'associations qui ressemblent en fait à la maçonnerie, il faut bien savoir que pendant très longtemps, la maçonnerie a été le nec plus ultra des associations.
Et en fait, c'était surtout celle qui accueillait les gens qui avaient réussi socialement. Alors qu'à côté de la maçonnerie existaient des associations à peu près similaires, comme effectivement celle que tu as citée. Oui, les mécaniques aussi. Les mécaniques, etc., les foresters, etc. Et qui existent toujours. Beaucoup de gens disent que c'est la maçonnerie du pauvre, entre guillemets. Oui. Et il faut savoir, par exemple, qu'en Guyane française, il y a beaucoup de mécaniques qui existent. Et d'ailleurs, quand ils vont en France, ils peuvent visiter un certain nombre d'obédiences. Ah oui, alors ils ne sont pas reconnus officiellement par toutes les obédiences, mais ils existent. Ils sont importants, c'est vrai. Ils sont importants. Ils ont une loge très très puissante en Guyane française. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à fait vrai. C'est quand même un phénomène très middle class, comme on dit aux États-Unis. C'est la bourgeoisie, hein, c'est vrai. C'est la bourgeoisie. C'est la bourgeoisie noire. Aux États-Unis, c'est essentiellement ça. Donc, dans la Caraïbe, peut-être un petit peu moins. Ça dépend. Ça dépend des endroits. Mais alors donc, les Anglais, si j'ai bien compris, tout vient un petit peu d'Angleterre. Et puis, en Martinique, les Anglais sont venus aussi. Absolument. Ils ont séjourné. Alors, est-ce qu'ils ont généré une maçonnerie noire? Alors, est-ce qu'il y a eu ça? Ça, c'est très intéressant, parce que vous savez que les Anglais, les Martiniquais et les Békés à l'époque, ont fait venir les Anglais pendant la Révolution française, de telle sorte qu'il n'y a pas eu Victor Hugues, comme la Guadeloupe. Et ça a changé un petit peu les choses. Mais ils n'ont eu pratiquement aucune influence sur la franc-maçonnerie, je dirais, de la Martinique. En Martinique, vous avez le Grand Orient de France, la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine de France, le droit humain, Ouattara. Et puis, il y a une loge de Prince Hall, qui est Fraternité de la Caraïbe, qui existe depuis 1993. Donc en Martinique, c'est encore différent de ce qui se passe en Guyane et de ce qui se passe aussi dans la Caraïbe anglophone. La Caraïbe anglophone, je crois que c'est très très réparti. À la Barbade, vous avez à la fois la Grande Loge unie d'Angleterre, la Grande Loge d'Écosse, qui ont des loges, à travers une structure qui s'appelle la Grande Loge provinciale, un peu décentralisée. Et vous avez la Grande Loge de la Caraïbe, qui est donc de Prince Hall. Et alors qu'il y a un fort attrait vers les États-Unis quand même, il faut bien le dire. Puisqu'au départ d'ailleurs, c'était la Grande Loge de Prince Hall de New York qui a créé ces loges dans la Caraïbe, ces loges de Prince Hall. Ils se visitent? Non. Totalement. Alors, voilà. Je crois que... Non, mais c'est vrai, il y a les principes. Les principes, il n'y a pas de reconnaissance du tout entre ces loges, entre d'une part la Grande Loge d'Angleterre, la Grande Loge d'Écosse ou leur Grande Loge provinciale et la Grande Loge de Prince Hall, de la même façon d'ailleurs qu'il n'y a aucune reconnaissance ici en Martinique envers les Grandes Loges, Grand Orient de France, ce qu'on appelle les obédiences libérales, parce qu'elles n'imposent pas la croyance en Dieu, tout simplement. Et puis, donc il n'y a aucune reconnaissance, mais dans les faits, souvent, c'est vrai, les frères se visitent. Et je dirais, dans la Caraïbe, plus qu'ailleurs. Je crois que c'est beaucoup plus souple, c'est vrai. Non, je voulais juste dire que, en fait, il y a peut-être une petite confusion vis-à-vis de la question que tu as posée. En fait, l'Angleterre reconnaît la Grande Loge Prince Hall des Caraïbes. Oui. Il y a une reconnaissance totale. C'est-à-dire que l'Angleterre reconnaît comme étant maçonnique la Grande Loge Prince Hall des Caraïbes. S'il ne reconnaît pas le Grand Orient d'ailleurs, qui est qualifié de secte. Restons à Barbade pour l'instant. Oui. Et donc depuis cette reconnaissance, à Barbade, il y a une unité totale de la maçonnerie. Ils se fréquentent d'une façon permanente. Absolument, non, merci de lever cette confusion. Mais ça n'a pas été de soi, parce qu'il faut savoir que la Grande Loge unie d'Angleterre, alors certes, c'était la Grande Loge, n'a pas reconnu la franc-maçonnerie noire tout de suite, puisqu'en 1813, quand elle se fonde, la Grande Loge unie d'Angleterre, un de ses premiers actes, c'est de ne plus reconnaître la Grande Loge de Prince Hall, qui avait été créée en 1784. Et ensuite, elle n'a pas bougé avant 1989. Donc elle a attendu que les Grandes Loges américaines reconnaissent, et encore pas toutes, les Grandes Loges de Prince Hall. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance de couverture. C'est-à-dire que automatiquement, à partir du moment où une Grande Loge de Prince Hall est reconnue par la Grande Loge américaine de son État, la Grande Loge unie d'Angleterre suit. Voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a un aspect qui nous
nos amis sont plus historiens de la franc-maçonnerie. Il y a un aspect que j'appellerais socio-anthropologique dans cette affaire-là. Et tout à l'heure, quand Charles dit les gens se fréquentent d'une manière générale dans la Caraïbe, bon, les mécaniques en Guyane, etc. Je crois qu'il y a un phénomène qu'on pourrait appeler une créolisation du phénomène de la maçonnerie dans les Caraïbes. Ça veut dire qu'il y a une dynamique spécifique qui s'opère et on dit souvent chez nous, ouais, mais on ne va pas prendre les conflits de là-bas pour mettre ici, et cette fréquentation se fait. Mais sur un plan encore plus large, cette créolisation dont je parle, elle prend effet depuis le moment où même des frères comme Bolivar, Marty, etc., ont participé aux luttes de libération nationale, en fait, et qui étaient une espèce d'avant-première des luttes contre l'esclavage. Et tout ça me fait penser qu'il y a un moteur. La franc-maçonnerie a servi de moteur quelque part pour un certain nombre d'éléments, à la fois d'émancipation, beaucoup d'émancipation, et aussi c'est un petit peu ce qu'on dit, réunir ce qui était pas, d'essayer de trouver des liens là où peut-être les autres ailleurs, où les obédients sont en guerre, sont en conflit. Etc. Tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord, moi, sur l'entraide qu'il y a pu y avoir, notamment entre les îles pour monter des loges, ou en cas de catastrophe naturelle aussi, quand il y avait des cyclones, on voit très bien la loge de Sainte-Lucie, des celles de la Grenade, tout ça. Mais je dois dire qu'il y a aussi un élément très très républicain. Et ça, à la Caraïbe aussi. Il ne faut pas oublier que Bicêtre et Schœlcher ont été initiés à Paris. Et bien sûr, ça a été les deux artisans de l'abolition, on le sait. On sait que, par exemple, quand le maire de Saint-Pierre a proclamé l'abolition de l'esclavage en 1848, son assistant était un franc-maçon. Donc la franc-maçonnerie, c'est vrai, a porté ce combat. Attention, il y a eu aussi des négriers parmi les francs-maçons. Donc il ne faut pas non plus faire d'angélisme. Mais je crois que ça a été, ça a été très, très important. Et il y a, quand je dis qu'il y a cet élément républicain, oui, très fort, parce que, bon, l'abolition de l'esclavage, elle est quand même très liée à la République. Oui, oui. C'est quand même 1848. Ce qui est différent du contexte britannique. Contexte britannique, les Anglais ont aboli l'esclavage bien avant nous. 10 ans. Bien avant. D'abord en 1807, ils ont aboli la traite. Ensuite, en 1833, ils ont aboli l'abolition dans tout leur empire. Et en 1838, et c'est effectivement la date que l'on connaît ici, c'était la fin de l'apprentissage obligatoire. Donc c'était réellement la liberté pour les esclaves. Et donc c'est venu bien avant la France. Voilà. Et là aussi, bon, quand on regarde un peu dans le détail, je pourrais vous en parler, mais ces loges, si vous voulez, au départ, il y avait des loges de planteurs dans les îles. Et ce qui est fascinant, c'est que ces loges de planteurs ont évolué petit à petit et ont cédé la place, effectivement, à des locaux, à des anciens esclaves. En fait, ces loges de planteurs se sont créolisées. Voilà. Encore une fois. Voilà, là, tout à fait d'accord. On pourrait le dire. C'est parce que la créolisation, c'est le mouvement d'ensemble. Ah ben écoutez, je vais vous donner un exemple, si vous voulez. En 1823, arrive à la Barbade, à la loge Albion. Alors, vous voyez, la loge bien nommée, qui existe toujours. Arrive un trompettiste noir qui s'appelait Lovelace Overton et qui faisait partie de l'armée donc britannique et qui avait été initié dans une loge de Brighton. En 1803, vous voyez, les Anglais étaient moins regardants pour ça. Et donc, il arrive en 1823 à la Barbade, il se dit, ben voilà, je suis comme chez moi, je vais pouvoir rentrer à la loge Albion. Pas du tout. La porte du temple reste fermée. Alors, encore plus naïvement, il se dit, ben, qu'à cela ne tienne, je vais créer ma loge. On va créer une loge d'hommes noirs. Pareil, tollé. La loge Albion se mobilise, écrit à la Grande Loge Unie d'Angleterre. Bon, et donc on en reste là, et ce pauvre Lovelace Overton ne sera jamais admis et ne pourra pas créer sa loge. Or, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il doit y avoir une mémoire de la loge. Et là, on pourrait parler de créolisation, parce que c'est la même loge Albion qui, en 1840, va écrire à la Grande Loge Unie d'Angleterre et leur dire, bon, écoutez, là, il est temps que ça change, on est obligé maintenant d'admettre des Noirs.
Et en 1847, la Grande Loge unie d'Angleterre va changer ses constitutions et déclarer donc que tout homme libre, et non pas né libre, peut devenir maçon. Le temps court. Le temps court, on pourrait vous écouter pendant des heures, mais bon, nous sommes obligés de nous arrêter. C'était une mise en bouche. C'était une mise en bouche, mais que nous allons certainement continuer tous les trois, parce que mon dada, c'est de mettre en place une loge de recherche et de recherche. Et je crois que Cécile serait la bienvenue si nous montons cela. Et je voudrais juste faire un petit aparté sur la journée d'aujourd'hui, qui est la journée internationale pour Mandela, pour la liberté, la justice et la démocratie. Et quand nous reprenons la signification de Ubuntu, qui est le célèbre mot de Mandela, la traduction c'est « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Pas de plus, monsieur. C'est vrai. Encore une fois, l'équipe de Zouk TV vous remercie de bien avoir voulu participer à ce Parlons Martinique. Merci. C'est nous qui te remercions. On peut Un parler. bel bouquet de fleurs, bon blaf poisson et puis un bon biguine. Pas même pas les tambours, bel air. Sans compter un bon petit penché puis. À un pays comme ça, c'est le bagaille plus dit, c'est un paradis. Grand bambou penché, flûte en bas là.